Le nouveau podcast Space... Non, c'est pas le nouveau... Attention Eden, tu n'as pas compris. Ce n'est pas le nouveau podcast. C'est le podcast qui change de nom. Qui devient Space Hummus, alors qu'il était Radio et Câble. Ah, merci pour cette précision, Oscar. J'ai une question, Oscar, ça vient d'où en fait Space Hummus Alors. quand même? Parce que là, tu l'as pas trop expliqué aux auditeurs, non? Non, bah d'ailleurs, je prendrai ce passage pour le mettre. Ouais, bah... Space Hummus, c'est... J'étais dans une phase de ma vie où j'étais en train de me dire que peut-être le nom du podcast était pas dingue et qu'il fallait le changer parce que... Bah, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Radio et Câble, c'était pour un mix entre le nom de l'école qui est ESAB et le terme ACAB, qui veut Ça dire vient de- Arthur. All cops are bastards. Voilà. Donc ça fait ECAB. Et donc Radio et Câble. Mais C'était surtout le nom du compte qu'on a créé de la promo. voilà, c'est le compte de la promo sur Instagram Parce que également. c'est ce qu'on s'est dit en premier lieu. Voilà, on n'a pas trop mais réfléchi. ESAB, c'est un peu ECAB, ACAB. Voilà. C'est vraiment... On est mature en première C'est année. peut-être le projet le plus abouti de l'année. Ouais, clairement. Et donc, en fait, quand je parle du podcast à quelqu'un qui est hors de la classe, c'est quand même un peu compliqué. Les gens ne retiennent pas, ils ne comprennent pas forcément le nom. Alors, non, pas forcément des idiots. Non, mais c'est trop Peut-être juste des c'est Parisiens. trop anecdotique. Yes, merci. Merci pour cette invitation, en tout cas. Non, mais c'est trop anecdotique, je pense. C'est vrai que c'est Ouais. un peu un délire C'était entre nous. Blague. Voilà, et moi, j'étais en train de me demander qu'est-ce qui pourrait être sympa comme nom. Et là, Aurore Mercier, qu'on salue, a dit un midi j'aimerais beaucoup manger du Space Hummus, qui est donc l'équivalent du Space Cake, mais en hummus. Et je me suis dit, putain, Space Hummus. Et on va faire une émission avec du Space Hummus. Oui, alors ça, c'est un projet, mais voilà. Ouais. Incroyable. On aimerait bien. Oh, par contre, je veux trop être là. Je pourrais participer. Toute l'école veut participer, donc je propose qu'on fasse un workshop. Oh, mais mec, Interne. trop bien. Avec mec. Vefa Lucas en coordinatrice, s'il vous plaît. Il y aura Incroyable. peut-être voilà, donc il y aura peut-être un épisode où on mangera du Space Hummus. Et donc, toi, tu m'as dit que quand c'était comme les Space Cakes, ça pouvait prendre un petit moment, les effets. Non, c'est très rapide le Space Cake. Pardon. Non, mais les effets. Ah, les effets, ils durent longtemps par contre. Oui, voilà, c'était ce que je voulais dire. Que on pourrait faire, voilà, on ouvre les micros, on fait du Space Hummus, on en prend. Tu veux pas qu'on le fasse avant plutôt? Et pendant 10 heures. Qu'on en fasse avant et Pendant 10 heures, on parle. Juste, Ah oui, non, on nous pardon. écoute en train de le manger. Oui. Et puis après, C'est un voilà, détail. quoi, on nous écoute après. C'est un détail. Mais oui, c'est ça. Et du coup, je pense que ça Ça pourrait pourrait être être trop bien. intéressant. Ça pourrait être trop bien. Ça pourrait être cool, ouais. D'ailleurs, attends, je le dirai après ça. Wow. Non mais du coup, je sais comment on va faire, mais je te le dirai après. Ok. Du coup, voilà, bienvenue sur Space Hummus, le nouveau nom. Donc, nouveau nom, nouveau générique. Voilà. Bonjour. La radio du matin Navrant. qui embellit votre journée. Space Hummus. Looked like a big rat, but it's not. La meilleure radio de Bretagne. Bonjour Oscar. Quelle question à me poser? Je te le dis à toi parce que personne n'écoute. Bah il reste que du lait de vache. Space Hummus. Seigneur, bénissez cette maison. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Space Hummus. Eh bah écoute, c'était excellent. J'ai fumé un gros bain, j'ai bu 2 cafés. Space Hummus. Et maintenant je dois rentrer chez moi avec mon pack de bière ouvert. Space Mousse. Il habite à Lorient. Du boudin qui sort des oreilles. And here is Oscar and he recording all this bullshit. Est-ce qu'on fait vraiment. Vous voulez qu'on fasse un tour de table pour. Ouais, allez, carrément. Ok, ouais. Qui commence? Qui est chaud? Ok. On peut dire ce qu'on aime bien, ce qu'on aime pas. Ce qu'on aime bien, est-ce qu'on. Une chose que t'aimes bien et une chose que t'aimes pas. Je m'appelle Oscar. Je suis en première année aux Beaux-Arts de Lorient avec, comme beaucoup de gens ici. Non, pas tant que ça. Moitié-moitié. Et j'aime bien les podcasts. Et j'aime pas... Tu veux vraiment qu'on fasse ça? Ça va être dur. C'est une bonne idée. Mais j'aime tout, moi. Mais non, t'as forcément un truc que t'aimes pas. Ah, il y a forcément un truc que j'aime Le pas. racisme, t'aimes bien? Non, j'aime pas le racisme. Bah voilà. Ouais, c'est cliché. Hein. C'est évident. Bah c'est évident, pas tellement. Genre, ouais, j'aime le racisme. Mettez vos micros quand vous parlez. Mais oui. Attends, oui. Hmm. Je pensais pas que les bruits parasites. Non, voilà, et donc moi je suis... j'ai le zoom devant les yeux, c'est moi qui ferai le montage, et je suis extrêmement ravi qu'on fasse ça, parce que c'est la première fois qu'on fait une discussion podcast. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra.
qui est aussi chaud que moi. On fait le tour de table, vas-y Chloé, non Trop bien. Chloé. Ok, moi je m'appelle Chloé. Attends. Tu m'entends? Oui. Ok. Je suis l'heureuse détentrice d'une licence en cinéma. Et je ne suis pas, je ne suis pas aux Beaux-Arts de Lorient, donc ouais. Et j'aime bien quoi? J'aime bien les algues, parce que je bois un thé aux algues. Et j'aime pas la coriandre. Voilà. Ok. C'est super. Bonsoir. Je m'appelle Elisa, je suis aux Beaux-Arts de Lorient. J'ai passé mon DNA. Et j'adore les tourterelles. J'ai une tourterelle avec moi sur l'épaule qui s'appelle Anscred. Elle est un peu timide, alors elle parle pas énormément. Bonjour, on se crête. Bonjour, on se crède. Et j'aime pas les quenelles au moule. Tu sais, Ouais. ces boîtes de conserve. Ok, d'accord. Je vois ce que c'est. Je vois très bien ce que c'est. C'est vrai que c'est un peu ragoûtant. Eh bien, écoutez, moi, bonjour. Je m'appelle Arthur. Je suis en première année aux Beaux-Arts de Lorient. Et voilà, je suis venu pour ce podcast, pour cette émission. Podcast pour cette émission. Et parce que tu as découvert. Et parce que je suis à découvrir de moins 63 €, alors je vous mettrai mon RIB en description si vous voulez me faire des dons. Moi j'aime bien vivre et j'aime pas par contre les gens qui respectent pas les stops. Voilà. Les stops? Ouais, les stops, la signalisation de la route, les stops. Il y en a beaucoup. Qui font des... Je trouve ça des- dangereux. Qui passent au stop sans s'arrêter quoi. Ah oui. Tu trouves ça dangereux? Oui, très dangereux. Ok. Et ceux qui font des arrêts, enfin, tu sais, des stops roulés. Oui, voilà, oui. Ça, mais, ça va, non? Mm. Ça passe. Ça passe vite fait. Bah, moi, je m'appelle aussi Chloé. Je suis aux Beaux-Arts, par contre, en 3e année. Et j'espère passer mon DNA cette année. Et j'aime bien me balader. Et j'aime pas trop quand Anscred me chie sur la tête. Mais bon, on va essayer qu'il me chie pas dessus ce soir. Il a l'air assez timide, alors ça devrait aller. Bonjour, je m'appelle Jean Wang-Hoon. Je suis coréen et je suis en 12e première année à Lorient. Et j'aime le français. Et ensuite, j'aime pas la grammaire du français. Ouais, c'est tout. Merci. Salut, je m'appelle Eden. Je suis en 2e année aux Beaux-Arts de Lorient. Et qu'est-ce que j'aime? J'aime les œufs. J'adore les œufs. Et j'aime pas... Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas les pulls qui grattent. J'aime pas ça. Exemple. T'en portes un beau. Ouais, exemple. Et ok, on s'est présenté individuellement, mais qu'est-ce qu'on est en tant que groupe là ce soir? En même temps, c'est assez étrange. On a Chloé qui connaît pas grand monde, ou qui connaît les gens depuis peu de temps. Après, entre nous, on se connaît un peu. On est réunis par la nourriture coréenne ce soir. Oui. On est un peu un collage de personnes. La nourriture coréenne et la tourte. Ouais, on a un collage. En fait, il y a très longtemps, quand je vous ai dit que j'avais un projet de podcast, Elisa et Eden, vous m'avez dit que vous aussi, vous en aviez un, qui porterait le nom de la tourterelle d'Elisa, Anscred. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Bon, finalement, on le fait maintenant. Assez tard, mais mieux vaut tard que jamais, je crois. Tout à fait. Ouais. Et voilà, et on s'est dit tout à l'heure qu'on allait réfléchir à un thème pendant le repas. Et donc, le thème était... La mixité sociale. Est-ce que ça t'est venu parce qu'on a mangé à la fois coréen Ouais, on a mangé à la fois coréen, européen et américain. C'est-à-dire qu'on a mangé du kimchi, on a mangé... Tteokbokki. Des tteokbokki. Vas-y. Tteokbokki. Des tteokbokki. Oui. Prononciation, c'est un peu galère, mais... Mets-le bien en face quand tu parles. Celui-là, il est chiant.
Ah, ok. Enfin, il faut vraiment que tu le mettes comme ça, je pense. Ici Un peu plus haut. Comme- Ouais, comme ça. Ok, c'est- ok. voilà. On a aussi mangé des nouilles, de la tourte, qui est une tarte fermée. La tourte voyageuse. Toute petite, ma mère me cuisinait des tourtes. Depuis, je ne cesse plus d'en cuisiner. Aïe, aïe, aïe. Tu fais Eh des oui, tourtes aussi la tourte a une très grande histoire. Est-ce que vous saviez que... L'histoire de la tourte. Expliquez-moi. En 1882, Pas la loin. tourte. En 1914, Marthe à la tourte a eu son dernier souffle. C'était une tourte voyageuse, une tourterelle qui vivait sur le continent américain. Et elle a été décimée en l'espace de quelques siècles, alors que c'était vraiment l'animal le plus nombreux de tout le continent. On raconte que lorsque les essaims de tourte passaient, elles obscurcissaient le ciel à leur approche, Waouh. Quelle histoire. faisaient craquer les arbres, et qu'après avoir vidé un lieu de ses ressources, migraient à nouveau. Et il s'avère que la tourte voyageuse, en fait, a donné son nom au plat que nous avons mangé ce soir, la tourte. Puisque, étant donné qu'elle décimait les récoltes, elle se faisait fusiller par les personnes et qui les mettaient dans des tartes fermées par un couvercle de pâte. Oh putain, la vache. Et on a appelé ça plus succinctement tourte. Mais après, c'est une légende québécoise, il me semble. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Mais en tout cas, là-bas, c'est ce qu'on raconte à propos de ce plat. Bah, j'aimerais bien savoir l'histoire du tteokbokki du coup. C'est une histoire. Histoire de quoi? Tteokbokki. Donc, il y a 2 semaines, j'étais à l'Asidor. Oui, le supermarché de Lanester. Oui, Asiatique. c'est ça. Supermarché asiatique. Mais il y a 2 semaines, Tteokbokki était pas là. Et ensuite, j'ai vu la vidéo sur YouTube. C'est quelqu'un mange le tteokbokki en Corée. Après regarder cette vidéo, j'ai trop envie de manger tteokbokki. Donc, j'ai fait l'aventure du tteokbokki. Donc, enfin, je l'ai trouvé. Et j'ai trop envie d'essayer le tteokbokki. Donc c'est pour ça. Ok. Ouais. Ça vous a plu, les tteokbokki? Ouais, carrément. Ceux qui connaissaient pas? Arraché la gueule. Bonsoir. Et toi, Jean, t'as aimé les tteokbokki? Oui. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ma première fois. Ah ouais. Donc c'était un peu mieux. C'était délicieux. C'était très bon. Ah, merci beaucoup. Est-ce que t'as mis du fromage dedans? J'ai eu l'impression de sentir de l'emmental. En fait, si on le met le fromage, le goût épicé va être diminué. Ah. C'est pour ça, ouais. C'est pour nous que t'as mis le fromage alors. C'est gentil. Du coup, je sais pas, vous voulez qu'on lance le sujet Ouais, carrément. Je sais pas, pourquoi t'as eu envie de parler de mixité culturelle? Parce qu'on était là, réunis autour d'un repas qui croisait énormément de plats qui venaient de partout, en fait. De partout, sauf de là où on est, c'est-à-dire en Bretagne. On écoutait de la musique africaine en mangeant coréen et québécois, du coup, ainsi qu'américain avec notre dessert. Et je trouvais ça assez beau. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en pense, en fait? Est-ce que ça peut aussi devenir de l'appropriation culturelle Voilà, par exemple, je sais pas, d'avoir des cheveux bien raides et puis de venir se faire des dreadlocks, par exemple. Ouais, ça peut dériver sur plein d'autres trucs après. Ouais. En dehors de la bouffe, quoi. Ouais, je sais pas, vous avez déjà ressenti de l'appropriation de votre propre culture? Mais déjà, à partir de quel moment on peut appeler ça appropriation? Parce qu'écouter de la musique internationale ou dite ethnique, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle, par exemple? Parce que d'un côté, on peut s'approprier les codes, ou même en faire, par exemple. Il y a plein de personnes en France qui prennent des cours de percussion africaine, par exemple. Est-ce qu'on appelle ça de l'appropriation culturelle?
Quelle est la limite entre s'intéresser à une culture qui n'est pas la sienne et s'éduquer? Pardon. Je redis. Non, ça va. Et en faire et la dénaturer en fait. C'est ça, ouais. Peut-être que c'est au moment où on ne revendique pas la culture que ça devient. J'en sais rien. Du on va coup, c'est peut-être au moment où on perd la glorification culturelle, où on perd justement le fait de dire c'est pas ma culture, mais je m'y intéresse, tu vois. Où on croit en fait, on vit dans cette culture. Je sais pas. Et du coup, le fait de s'y intéresser, ça crée l'appropriation, c'est ce que tu dis? Je sais pas trop. Non, justement. Ok, ouais. J'ai trouvé la définition de s'approprier. Donc, c'est se rendre propriétaire de quelque chose de manière illégitime, s'attribuer quelque chose sans en avoir le droit. Par exemple, il s'est approprié ce livre que je lui avais prêté. Ça peut peut-être se lire au sens de voler, alors. Ouais, c'est par exemple prendre une culture et dire un peu, et la revendiquer comme si elle était sienne. Mais d'un côté, est-ce que ça marche pour la culture, justement? Parce que du coup, une personne qui, je sais pas, imaginons chaque jour mange coréen, il va pas forcément se revendiquer comme coréen. Moi, je saurais pas, j'aurais pas réellement d'avis par rapport à la nourriture, mais plus par rapport, disons, au mode vestimentaire ou par rapport aux cheveux. Enfin, exemple très, très récurrent et très bateau, on va dire, mais toutes les nanas qui se font des braids. Qu'est-ce que c'est? C'est des tresses collées africaines. Ah oui. Et qui ne savent même pas d'où ça vient. Et qui ne connaissent pas l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Qui a une histoire très forte que je ne saurais pas vous dire, mais je sais que c'est religieux. C'est religieux. Comme les dreadlocks, il y a des très bons livres sur ça, justement. Les dreadlocks, ça vient de... C'est religieux, les dreadlocks, ouais. Et je pense qu'à partir de là, ça peut carrément être considéré comme de l'appropriation. Moi, je pense que le respect de la culture est déterminante, en fait, dans cette question-là. S'informer sur la culture, surtout, quoi. Du coup, en soi, écouter une musique, ça va pas être... Ça peut pas être de l'appropriation. Non, je pense qu'il n'y a pas une assez grosse portée. Ouais. C'est plutôt de la découverte. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, se mettre à faire du reggae, peut-être. C'était Serge Gainsbourg qui avait eu ce problème-là quand oui. il avait fait son album aux armes. Il y a, dans le film, je sais pas, il y a un film qui est sorti en 2011, là, on le voit qu'il galère parce que les musiciens qui étaient du coup, il était à Kingston, et les musiciens, ils voulaient pas jouer parce que c'était un petit blancos qui venait faire sa musique. Et du coup, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Mais après, les musiciens ont compris. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Il est venu, en fait, il s'est réfugié du coup à Kingston parce qu'il voulait faire une sorte de sevrage de l'alcool et tout ça. D'accord. Et pour écrire son prochain album, qui était en fait à porter du coup il voulait faire du reggae en fait. Et il voulait absolument faire une reprise de Aux armes, du coup, la chanson. La Marseillaise. La Marseillaise, c'est ça, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, totalement la détourner et lui rendre son sens initial qui était justement les gens qui s'étaient battus aussi pour la France, la mixité justement culturelle de ça, la portée de la mixité culturelle que cette musique pouvait avoir. Et en fait, justement, il a eu des problèmes déjà avec les Français et aussi avec les Jamaïcains du coup. Parce que du coup, ils pensaient que c'était encore quelqu'un qui allait leur piquer leur musique, quoi. Parce qu'à cette époque-là, le reggae commençait vraiment à être connu, il y avait Bob Marley qui était passé, tout ça, donc forcément, ça avait une portée internationale, le reggae. Mais alors que de base, le reggae, c'était surtout une musique très axée Jamaïque et tout ça. Ok. Et tu sais comment ça s'est fini? Il s'est pris une droite par un para, quoi. Il a pas pu jouer, en fait. Il a pas pu jouer, il y avait au concert... Au concert, il a pas pu la faire. Ouais, le concert était plein de paras hyper fachos et je sais pas, il s'est pris une droite? Oui, il s'est pris une droite, mais après il s'est présenté sur le plateau TV, etc. Oui, c'est vrai. Je me demandais surtout qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis des Jamaïcains qui revendiquaient leur musique. Il a fini par leur expliquer lui-même que finalement il voulait en fait, parce que du coup il y avait aussi une sorte de friction un peu, je pense, à cette époque-là entre la Jamaïque et la France. Du coup il avait du mal, tu vois, à expliquer son projet, mais quand il expliquait que c'était la Marseillaise, je pense que les Jamaïcains se sont dit ok, enfin quelqu'un qui veut amener notre délire qui est totalement oublié de la France, ou alors hyper, pas glorifié, au contraire hyper idéalisé en fait, tu vois. Le reggae à cette époque-là, c'était pas vraiment reconnu comme de la musique, tu vois, je pense. Ou que par ceux qui étaient vraiment adeptes de ça, mais tu voyais les vieux personnes sur la télévision, ils écoutaient pas du reggae, quoi.
Mais Jean, toi qui viens de Corée, tu vois en France, tu vois la culture coréenne, est-ce que tu la retrouves quelque part particulièrement en France ou pas? Qu'est-ce que je pense de la culture française, c'est ça? Si tu veux, réponds-moi ça déjà, ouais. Non, si tu veux, je sais pas, est-ce qu'il y a des différences fondamentales pour toi? En fait, à moi, l'âge, c'est différent. Parce que en Corée, c'est difficile. C'est difficile pour devenir un ami en Corée. Si on a des différences d'âge. Oui. Oui, tu vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, à moi, j'ai un ami qui a 26 ans. Et à moi, j'ai 20 ans. J'ai toujours lui dit vous allez bien, vous Ah oui. je dirais vous voyez. Mais en fait, en France, c'est incroyable. Ouais, donc on peut devenir un ami entre... Il y a une notion de respect que tu as moins en France. Enfin, pas une sorte de respect, mais une sorte de respect institutionnel de bonjour vous, ouais, de vous voyez, du tutoyer, tout ça. Donc, et ça, c'est différent du coup en France. En France, t'as pas cette distance-là par rapport à l'âge. Oui. Ok. Je savais pas qu'il y avait ça, qu'il y avait cette différence-là. Parce que c'est assez hiérarchisé par rapport aux âges en Corée. C'est-à-dire que tu dois plus respecter les plus grands, tu dois... Oui, plus respecter, mais à cause de ça, c'est en parlant et c'est un peu galère. Il n'y a pas des formules de politesse aussi qui changent en fonction de l'âge. Donc tu dis pas bonjour de la même façon à ton aîné qu'à une personne plus jeune que toi. Tu as différentes façons de s'adresser aux gens. Ça, c'est fou. En France, on n'a pas du tout ça. À part le vous, mais bon. Ouais. Du coup, ça limite vachement. Après, ça dépend. Hein. Moi, je sais que une personne que je connais pas qui a, par exemple, je sais pas moi, n'importe 40 ans, 45 ans, bah évidemment, je vais pas lui parler pareil qu'une personne qui a, disons, la vingtaine, même si je viens de la rencontrer. Il y a toujours... c'est sûr que les, entre guillemets, les cases sont beaucoup plus floues. Les cases d'âge, les tranches d'âge sont beaucoup plus floues ici, mais après, ça peut ne pas être comme ça pour tout le monde, mais même par rapport au fait que je sois à l'aise avec la personne ou pas. Je suis beaucoup plus facilement à l'aise avec quelqu'un qui a la vingtaine, parce que maintenant j'ai la vingtaine, tu vois, qui est dans la même tranche d'âge que moi, qu'avec un inconnu de 40 piges. Après, ça dépend, je pense, des contextes. Des contextes dans le sens où, je sais pas, tu vas en concert, tu rencontres quelqu'un qui a ton âge, et tu rencontres je sais pas, un pote à lui qui a 20 ans plus que lui, forcément, tu vas lui dire tu. Enfin, il y aura un contexte très différent. Bien sûr que oui, une personne dans la rue qui vient de parler qui a 40 ans, tu lui parleras pas de la même manière que s'il a 20 ans. Mais même l'exemple du concert qui est plutôt bon, je lui dirais... D'ailleurs, je sais pas si je lui dirais tu, en fait. Ouais. Ok. Moi, j'ai une éducation hyper... C'est vos profs aux Beaux-Arts qui vous disent tu, et vous vous tutoyez entre profs et élèves. Ouais, et moi au début, je pense qu'en Corée, c'est pas possible de faire ça. Quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal. Mais après, c'est une question d'éducation de chacun. Après, au niveau de l'école, je trouve que ça se perd tôt aussi. Enfin, en tout cas, je l'ai perdu assez tôt, cette notion de vous et de tu. La notion de vous et de tu, je l'ai perdue quand je suis rentré au collège, en fait. Ouais. Et peut-être qu'en Corée, tu la perds vachement plus tard, quoi. Parce que... Vous la perdez même pas du tout, cette notion de... Ouais, peut-être, je sais pas. Donc on en avait parlé une fois, tu me disais que même si une personne avait 1 an de plus que toi, tu devais la vouvoyer. Oui. Ah ouais. 1 an d'écart, ça change tout là-bas. En fait, c'est pas devoir, c'est pas obligatoire, mais... Ça fait mieux. La politesse. Oui. En fait, moi, à la base, je voulais demander à l'agent s'il avait déjà ressenti de l'appropriation culturelle. J'ai compris ta question, mais justement, je voulais la revenir sur ça parce que
aujourd'hui, je pense qu'il y a un très gros engouement, notamment musical, avec la K-pop. Et en fait, du coup, la K-pop a amené aussi, parce qu'en France, avant, même sur les réseaux sociaux, tu suis des personnes françaises, il n'y avait pas cet engouement autour de la culture coréenne. Et aujourd'hui, grâce à la K-pop, il y a un vrai engouement au niveau de la culture coréenne. Je pense que ça a amené un intérêt, en fait. Je suis d'accord. Ouais. Donc, est-ce que je sais pas, sur les réseaux sociaux ou même en général dans la vie, après, je sais pas si tu vois à peu près les gens. Je vois par exemple ma sœur qui a été, genre pendant très longtemps, elle a été fan de K-pop, tu vois, et elle a kiffé la culture coréenne et elle s'y est grave intéressée grâce à la K-pop. Et je pense que c'est ça chez plein de jeunes personnes, en fait. Je pense que ça. Tu penses que c'est grâce à la K-pop qu'ils se sont immiscés qui ont porté de l'intérêt sur la culture coréenne? Oui, K-pop, grâce à K-pop, oui, je suis d'accord. Et ensuite, le film aussi. Ouais, carrément. Oui, et les films, Ouais. e-sport. Le cinéma et l'e-sport. l'e-sport. Oui. Ah oui, l'e-sport. Grâce à 3, je pense. Ok. Il y a Emmanuel Macron qui a envoyé des messages sur Twitter au champion de France de e-sport il y a 2 jours. Incroyable. Ah ouais. Pas mal. Macron sur CSGO bientôt. Et du coup, genre, pardon. Faut lui répondre. Ouais. C'est du sport. Le e-sport, c'est le sport, mais chez les jeux vidéo, quoi. La compétition des jeux vidéo. Genre comme à la Wii quand tu lançais une. Sauf que là, c'est des jeux. C'est professionnel. Ouais, sauf que là, c'est professionnel. C'est en ligne et Par professionnel. exemple, t'as des tournois du monde de LoL. Donc tu peux être champion du monde de LoL. Ah, c'est Et du ça sport passe de à jeux la vidéo. télé. Oui, c'est de Ça la passe à la compétition. télé. Ah ouais, Ils c'est s'entraînent énorme. toute l'année. Waouh. Ils sont d'arène et tout. Ok. Des grosses équipes. Il y a des stades d'e-sport et tout. Hein. Des Ouais. stades Genre un virtuels. stade, non, physique, avec un public. Ah, donc. Ouais, t'as plein Et d'ordi et tout. Et t'as c'est les trop fou. équipes Pas qu'en qui Corée, jouent. d'ailleurs. Putain, il va falloir Et beaucoup t'as les de équipes qui multiplier. jouent devant le public et leur écran. Et moi j'ai regardé ça avec Bastien il y a. Pendant le confinement. Non, il y a longtemps. Une fois j'étais genre, oh Ouais. putain, c'est quoi ça? Pardon. Sacré truc. Mais du coup, Jean, pour toi, tout ça, toutes ces choses qui font que la culture coréenne devient beaucoup plus connue dans le monde, toi tu le prends comment, du coup? Tu le vois comment? Tu le vois comme quelque chose de bien, quelque chose de mauvais? Qu'est-ce que t'en penses? Ah. Parce qu'en vrai, c'est ta génération, c'est hyper récent ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est super récent. C'est pour ça que je dis j'aime pas la grammaire du français. C'est pour ça. C'est pas grave, tu peux Mais prends ton faire temps. des fautes. Hein. Tu peux... Prends ton temps et puis ouais, tu peux faire des fautes, hein, c'est pas grave. Ou répondre en anglais si t'es plus à l'aise, je sais pas. Ouais, en anglais. Ou répondre en coréen et comme ça après tu fais traduire Oscar. On se démerde. Non, au pire tu traduiras avec Oscar. 아, 그럼 지금부터 한국어를 사용할게요. Ouais, ok. Il n'y a pas de traducteur intégré. Ok, Oh, merde. Donc la question c'était quoi en fait? Comment tu vois, Mhm. donc, comment tu vois tout ça, cette ouverture de la Corée dans le monde? ouverture. Que tout le monde commence. En France, on commence à connaître l'e-sport, Mhm, la mhm. K-pop. C'était un bon exemple. Il y a quoi d'autre? Le cinéma aussi, le cinéma. cinéma. Parasite ça a tout pété. Hein. Cinéma. Ouais, Parasite. Putain, c'est vrai qu'il Bon est Joon-ho, coréen. il était pas si connu que ça avant. Non. Parasite. Le film. Tu te rappelles pas? C'était quand, il y a 1 an ou 2? 1 an ou 2, ouais. Quand on était en première année. Il y avait Mother qui avait un petit peu qui est arrivé un peu en France, mais Parasite il a été connu mondialement direct quoi. Il a gagné l'Oscar, Ouais. il a gagné Ouais. à Cannes, je crois. Tu sais, il y a une famille. Ce film. Oui. Ouais, Oh là là. incroyable ce Il y a une film. famille. Extraordinaire. Mais oui, oui. C'est le jeu où. La famille, quoi. Ouais, voilà. Il y a des parasites, quoi. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises choses. Juste grâce à ça. Vous connaissez la Corée et vous avez envie de venir en Corée. Donc Donc c'est une bonne je chose. kiffe. Ok. Je kiffe de ça. Parce que j'aime bien rencontrer les gens d'autres pays comme ça. Ouais. Et j'ai trop envie de montrer la Corée aussi. Donc, n'hésite pas à venir. Je suis là, bienvenue toujours. Carrément. Ouais, du coup, là, avec Jean, on a l'exemple de quelqu'un qui est content de ça parce que justement, ça va ouvrir sa culture aux autres, quoi. Mais
Mais je pense que ça dépend aussi vachement des cultures. Ouais, de ouf. L'appropriation culturelle, c'est pas pareil si c'est la culture coréenne ou la culture algérienne ou la culture malienne. Il y a une histoire derrière, quoi. Pardon, oui. Ça dépend des cultures, des pays, de leur histoire. Et c'est sûr que la culture française, si c'est approprié par un autre pays, ça va pas nous choquer ou nous déranger plus que ça, je pense. Encore que, je suis sûr qu'il y a encore qu'il y aura des cons qui feront là en mode ils prennent notre culture. Parce que ça, je pense que ce sera pas en mode une victimisation, je pense qu'au contraire, ce sera une revendication. En mode mais non, c'est à nous ça, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça dépend vachement de l'histoire du peuple et du pays. Ouais, parce que c'est vrai que tu prends la culture algérienne, il y a toute une histoire de décolonisation et tout ça derrière, donc forcément, qui vont pas forcément le prendre bien si les anciens colons étaient en fait ceux qui kiffaient leur culture, et voilà, tu vois. Du coup, ça veut dire que l'appropriation culturelle dépend aussi de qui, en fait, cette culture, par qui cette culture c'est une relation en fait. Ah oui, de ouf. Qui reprend et qui est repris. Parce que, je sais pas, on peut imaginer, reprenons l'Algérie et la Corée, si un Coréen s'appropriait la culture algérienne, peut-être que ce serait moins fort qu'un Français qui reprend la culture algérienne qui est peut-être qu'il y a colon, aussi tu vois, en Corée avec la Chine ou avec le Japon. Ouais, c'est ça. De ouf. Ouais. Oui, je pense qu'il faut aussi des pays pour éviter que ce soit marrant, entre guillemets, comme tu dis, genre, faut quand même que ce soit des pays qui ont une histoire en commun, tu vois, genre, la France, elle a comme une histoire en commun avec l'Algérie, avec l'Afrique. La Corée, elle n'a aucune histoire, elle a aucune corrélation dans l'histoire avec l'Algérie, tu vois, ou tout ça, ou alors c'est hyper anecdotique, tu vois. Genre, je pense quand même faut qu'on ait été mis en relation à un moment ou à un autre de l'histoire pour qu'on puisse comprendre, ou avoir eu accès à leur culture, tu vois. Sauf qu'on leur a volé, on leur a pas volé, mais on leur a imposé notre présence, du coup, dans l'histoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, reprendre ce qu'on pourrait avoir volé, je pense que c'est ça qui passe pas, tu vois. Ouf. Putain, la vache. Aïe. Ouais. C'est trash. Après, même si l'histoire elle remonte très très loin, à l'époque de l'esclavage, c'est quand même une histoire commune. Donc peut-être que des peuples n'ont pas, genre la Corée des peuples peuvent être historiquement très très lointains, mais avoir un passé commun qui fait que la culture est. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu vois, je pense que l'esclavage a quand même laissé des traces. L'esclavage, c'est un choix économique aussi. Ouais. Parce qu'on voit aujourd'hui, les pays les plus pauvres, c'est aussi en Afrique, tu vois. Donc c'est pas pour rien, ça. Ça ressort de l'histoire. Genre, si la Corée avait vraiment eu un impact économique sur l'Afrique, ce serait carrément différent, je pense. Ou imaginons qu'ils avaient fait du commerce des Français, entre guillemets. Et je pense que c'est pareil, la France aurait été pauvre aujourd'hui, tu vois. C'est juste que c'est les choix économiques qui étaient à l'époque hyper importants et qui ont laissé des traces encore maintenant, parce qu'on a continué ça après dans l'histoire, tu vois. Tu voulais dire quoi? Non, qu'il faut pas trop tripoter les micros, ça fait des bruits de doigts. C'est chiant, mais désolé. Si on avait des pieds, d'ailleurs le mien n'est plus branché là. Ah, ouais, c'est bon. Si on avait des pieds, ce serait plus pratique. Ouais. Bref. J'envoie une feuille. Il y avait des feuilles qui traînaient là. Et qu'est-ce que tu penses des cigarettes françaises, Jean? Toi qui fumes des très très bonnes clopes coréennes. Hyper cher. Ah ouais? Ah ouais, c'est tout. Baisse les prix, Macron, s'il te plaît. S'il vous plaît. Les cigarettes ici? Oui. Ouais. Et au niveau du goût? Niveau du goût, c'est... Ok. Toi, t'as des cigarettes au goût chewing-gum. Nous, on a rien. Elles sont incroyables, ces cigarettes. Tous les goûts ont été interdits plusieurs années. C'est dommage. C'est hyper dommage. Il y avait des goûts. Avant, on avait framboise, chocolat, menthe. Mais ça faisait trop bonbon pour les enfants, donc ils ont enlevé. Ah ouais, je savais pas. Et c'est comme les cigarettes en chocolat aussi. Les cigarettes en chocolat, il y en avait quand j'étais tout petit, mais ils ont enlevé. Du coup, ils ont laissé tabac. Et menthe. Ouais. Bon, c'est cool. Et menthe industrielle aussi, parce que... un peu dégueu, quoi. Pas déconner. Mais elles sont hyper dangereuses, les cigarettes à la menthe, parce qu'elles ouvrent les alvéoles des poumons. Du coup, en gros, elles permettent au tabac de se mettre partout dans les poumons lorsqu'on les fume. Il est pas bien.
Ah désolé, j'ai pas entendu. Bah, en gros, quand tu fumes une cigarette, ça ferme les alvéoles de tes poumons. Parce que voilà, ton poumon se protège et il se referme. Et lorsque tu fumes une cigarette à la menthe, elle a l'effet inverse d'ouvrir les alvéoles des poumons. Ça tombe bien parce que je sais dire alvéole en coréen. Dis-moi alvéole en coréen. Non, je savais pas. C'est le mot que tu connais en coréen, c'est Ah, alvéole. Mais oui, c'est tu vois ton poumon. Non. Poumon. Poumon. Ah oui. Ah oui. Les alvéoles, c'est les petites cellules qui s'ouvrent lorsque tu respires. Tu vois? Ah oui. Alvéole ouverte, alvéole fermée. T'en as plein. Tu veux pas faire un podcast plein. filmé, Ah oui, Oscar? oui, je connais. Oui. Ce serait... Bah, je crois que là, J'ai compris. Ça a manqué l'image. Ce serait incroyable. Un podcast quoi? Il Filmé. veut qu'on filme ça. Mais j'ai hésité à mettre un petite caméra. France Inter. Je pense juste pour en scred, ce serait ok d'enregistrer, tu vois, pour voir le petit oiseau qui se balade. C'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y a un oiseau sur mon épaule quand je parle. Ouais, Elisa, tu dois en avoir marre de raconter, mais je pense que pour le podcast, ce serait une plus-value. En scred, c'est quand même fou. Enfin, déjà, j'ignorais qu'on pouvait apprivoiser une tourterelle. Ah. Non? Alvéole. Pulmonaire? T'as pas suivi tes cours de SVT? Ouais. La biologie, tu connais? Ah oui. Ok. Oui, c'est. Alvéole. Oui, j'ai compris. Oui. Ok. Lost in Translation. Ouais. Total Lost là. Ouais. Non, je disais que en scred était un être absolument fascinant, puisque c'est une tourterelle apprivoisée, tu es sa maman. Tu es vraiment C'est ça. peut-être sa petite copine. Est-ce que les tourterelles migrent? Non. Elle colonise. En fait, On est bien dans le thème. Ah ouais, on est bien dans le thème là. Ah, En scred, que penses-tu de la colonisation? Il y avait une statue de tourterelle qui s'est fait déboulonner à Brest il y a pas longtemps. Tu penses quoi des décoloniaux en scred? mais en fait, il vient d'Inde. Tourterelle turque, elle vient à la base de l'Inde. Et en Trop fait, elle bien. a colonisé jusqu'à la Turquie. D'où elle a pris le nom de tourterelle turque. Et puis, elle est Incroyable. arrivée jusqu'en France. C'est un envahisseur. Putain, trop bien. Et là, on se plaint pas. Et bizarrement. Mais si on les a descendus pour les manger. Ouais. Pour les manger. C'est plus radical. C'est une espèce chassable aussi, la tourterelle turque. Comment? C'est une espèce chassable. Ouais. Si quelqu'un la tue, je pourrais rien faire. Putain. Ah ouais? Et ouais. Pétition pour un scred en ligne. Ouais. Ah, donc il y a des gens qui mangent en scred. Ouais. C'est fou. Baptiste Le Paulet. Ça balance. Balance pas les noms, Chloé. Il préfère les pigeons, lui. Hein. Il y a plus de chair. Ce connard de... Bien sûr. Moi, j'aimerais trop savoir. Je sais pas si ça serait intéressant à écouter aussi, mais j'aimerais bien savoir. Attends, je vais pas commencer ma phrase comme ça. Je vais vous dire juste que moi, je suis très heureux d'être. Je suis très heureux d'être ici, à Lorient, et d'avoir rencontré. Enfin, je trouve que cette école est assez dingue. Ouais. J'en ai pas fait d'autres en soi, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou dans la bienveillance, dans l'aspect très familial presque de l'école, et voilà. Et la qualité aussi de l'école. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose ici que je m'attendais pas à trouver. T'avais Je suis fait très une content fac d'être avant, là. c'est ça? J'ai passé en fac, Ouais. après j'étais en prépa. Prépa, c'était très chouette aussi, mais Ouais. rien à voir. Et j'arrive dans cette école par hasard et je me sens trop bien, quoi. Et je voulais savoir comment vous aviez ressenti cette année ou votre arrivée aux Beaux-Arts, parce que pour Elisa, Eden, Chloé, ça fait déjà 3 ans. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est bien comme ça? C'est à moi de commencer. Je t'en prie. Alors moi c'est vrai, arriver en première année assez folle parce que j'ai pas fait de prépa. Du coup, j'ai été, enfin, dans un sens, j'ai jamais été avant d'arriver ici plongée dans ce milieu des beaux-arts qui n'est pas le milieu de l'art, parce que ça j'y suis depuis un très long moment maintenant. Donc arriver aux Beaux-Arts assez folle, c'est vrai.
un peu le nirvana, quoi. C'est un endroit où on me laisse patouiller. On me laisse patouiller un peu ce que je veux, avec un espace dédié à ça et des gens avec qui je peux parler que de ça toute la journée. Des gens assez fous. Je pense qu'on peut appuyer la gentillesse des gens de cette école, surtout. Enfin, moi, je trouve ça assez fou d'être à cette table avec plein de copains et de pouvoir parler de plein de sujets trop bien comme ça avec plein de copains. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est cette école qui fait ça, parce que moi, je suis sûre que... Enfin, moi, je connais un peu les Beaux-Arts de Paris, et aux Beaux-Arts de Paris, par exemple, ils s'assoient pas à une table sur leur temps où ils pourraient bosser et avancer. Enfin, là, c'est pas du temps perdu, évidemment, mais juste s'asseoir à une table et faire un podcast comme ça parce que c'est fun, tu vois. Et juste parce que c'est fun. Et ça, je trouve ça trop beau. Et voilà. Et deuxième année, pareil. Bien que quelques soucis évidents, qui sont évidents et qui sont dans chaque école, globalement, c'est un bel endroit. Voilà. Mais je sais pas s'il faut que je sois full positif ou... Non. Non, pas forcément. Non, je vais laisser les autres prendre la parole et on verra ça après. D'accord. C'est vrai que les rencontres aux Beaux-Arts sont folles. Ça change tout. Moi, je suis arrivée aux Beaux-Arts, j'étais hyper enfermée. Je sortais pas, j'avais pas d'amis. Enfin, j'avais une amie géniale. Mais voilà. C'est vraiment les copains qui m'ont aidé à m'ouvrir. Et je pense pas que dans un autre lieu, ça aurait pu être possible. Dans une fac, je serais devenue un fantôme, je me serais perdue parmi la foule, alors que là, on est assez peu, mais pourtant assez nombreux pour découvrir une multitude de personnes. Des profils différents, des gens de chaque horizon, autant de Paris que de Corée, que de la Cambrousse, et toutes les Cambrousses possibles de France. Tout est possible, on a toutes les cultures qui se mélangent un peu. Régionales, pour la plupart. Mais c'est assez beau. Et en parlant de ça, je me rappelle des débats qu'on avait au Quai des Indes en première année sur est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine, mais ça allait jusqu'à séchoir à linge ou Tancarville ou je sais plus c'était quoi les autres débats, mais vraiment on passait des soirées entières à parler de ça. Bon, entre-temps on picolait 2-3 bières parce qu'on est en Bretagne quand même. C'est ça qui est bien aussi. On était étonnés de pas comprendre nos amis, pas comprendre des mots qu'ils utilisaient. Ouais, ou des expressions. Je me souviens, Tessa avait dit ouais, ça me fait tort. Et moi, ça me fait tort, ça me faisait tort, je comprenais pas. Enfin, ça me faisait pas tort parce qu'au final, ça veut dire autre chose. Mais... Ça veut dire quoi ? Ça me fait tort, c'est quelque chose qui est désagréable. Comme par exemple, si ta fourchette grince sur ton assiette, ça te fait tort. Et en fait, c'est trop une expression pratique. Maintenant, je l'utilise et je pense à Tessa. Ça me cause du tort, ouais. C'est un peu la version. C'est vrai que c'est fou ce truc de... c'est vrai que ça passe tout simplement par des expressions qu'on ne connaît pas, mais moi, c'est du coup, c'est... je suis née à Paris. Paris qui peut être un environnement extrêmement cosmopolite, mais où finalement... et ça, je m'en suis rendu compte en arrivant ici, où finalement, on n'est que très seul. Et on est très renfermé en fait sur cette culture, mais cette non-culture parisienne finalement. Et l'ouverture et la richesse d'esprit que j'ai pu grappiller, toutes les connaissances que j'ai pu grappiller à droite à gauche, juste en rencontrant des gens de Corée et de plein de Cambrousses différentes. Pourquoi tu parles de non-culture parisienne ? Parce que... Pardon. Non-culture parisienne, parce que Paris, c'est un mélange de tout. En fait, c'est un mélange de... C'est une capitale extrêmement cosmopolite. Les capitales comme Paris, New York... Singapour, enfin non, c'est une capitale. New York n'était pas une capitale, mais c'est pas une capitale culturelle. Oui. Enfin, c'est aux États-Unis. Une ville immense, voilà. Où il y a plein de gens qui atterrissent en fait. Oui, c'est ça. Enfin, c'est des villes de l'ordre des capitales, des villes de l'ordre, qui rayonnent, on va dire, mondialement.
c'est vrai que le terme de capitale n'est pas le bon, ne sont pas représentatives de leur pays. New York, c'est pas les États-Unis. Paris, c'est pas la France. Ça fait partie de ce territoire qu'est la France, mais le Paris n'est pas... bien que Paris représente la culture française, parce que c'est des clichés, Paris n'est pas du tout la culture française. Moi, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que j'ai des cultures de partout parce que juive d'Algérie, de Tunisie, d'Espagne, etc. Mais je n'ai pas de culture à part entière. Enfin, j'ai pas de culture propre, on va dire. J'ai des cultures de partout et de nulle part, en fait. Et ça, c'est vachement appuyé par le fait que j'ai habité pendant 20 ans à Paris, qui n'a pas... Enfin, je sais pas, quand je suis arrivée en Bretagne, tout de suite, j'ai appris des danses bretonnes. Des danses qui appartiennent à une région, qu'on ne danse pas autre part. Des musiques qu'on n'entend que dans une région et pas autre part. Des mots, de la bouffe qu'on mange ici et potentiellement pas autre part. Bon, là, je parle pas des crêpes, évidemment, mais ni du kouign-amann, nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais, c'est... moi... Hein, ça marche, quand même. À Paris, tu trouves des kouign-amann. Dégueu, mais t'en trouves. Ouais, mais voilà, les bons. Et du lait Ribot. Non, par exemple. Enfin, c'est... non plus. Enfin, tu vois, c'est assez étonnant. Et ça, je pense que c'est commun à toutes... à beaucoup de régions. Mais en tout cas, à Paris, t'as pas, la spécialité parisienne. T'as pas... la danse parisienne, hein? La baguette. Mais c'est français, la baguette. La baguette. Le croissant. Enfin, si on peut... La danse parisienne, ce serait quoi? Ce serait ce serait le... Je sais pas, genre... autour de la Tour Eiffel. Le métro. En gare. La techno. La techno, mais enfin, c'est pas régional. C'est pas du tout régional. C'est mondial. C'est Non, René mais... aussi. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est mondial, mais t'as pas de choses où tu te dis, ok, ça, c'est parisien. Les gens entassés dans le métro. Oui, voilà. Mais, ouais, mais ça, c'est new-yorkais. Oui, voilà. C'est les méga En soi, ce qui est ouf d'être en Bretagne, surtout, c'est qu'en Bretagne, tous ces aspects, toute la culture régionale est très marquée, parce que chaque région a sa culture, mais en Bretagne, c'est vraiment très marqué. C'est revendiqué aussi. Et c'est revendiqué, et je trouve ça génial. Toutes les régions revendiquent pas forcément leur truc, ou beaucoup moins fortement qu'en Bretagne. Et pour le coup, quand on arrive en Bretagne et qu'on est un étranger, on se ressent pas étranger. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas... c'est accueillant. Ouais, voilà, personne m'a dit... Venez en Bretagne. Bon, on s'est un peu foutu de ma gueule quand j'ai découvert les marais, mais c'est tout, quoi. Les marais. Les marais. Les marais, marée haute, marée basse. Voilà. Ah, les marais. Une mer qui bouge, putain. Toi, non? Oui. Mais j'ai déjà vu... mes parents étaient dans un camping, ils étaient au bord de l'eau. Et ils ont vu deux gars qui arrivaient avec une barque, qui l'ont laissé là, et ils sont revenus 2 heures plus tard, et la marée avait monté. Et il y a un des 2 gars ils sont venus avec une 3e personne, en fait, et les 2 étaient là, mais je te jure que la mer, elle était pas là. Je te le promets. Mais Oscar, t'es déjà allé à Saint-Malo? Il y a une grande plage où vraiment, mais la mer, elle bouge d'au moins 50 mètres. Ah ouais? En vrai, ouais, c'est hyper impressionnant. Enfin, moi, je suis toujours choquée alors que j'ai toujours connu, quoi. D'ailleurs, je suis allée l'été dernier. Ah. Et c'est à cause de cette marée-là, à Saint-Malo, sur cette même plage, que j'ai perdu mon téléphone et mon appareil photo. Oh non. À cause de la marée qui montait trop vite, et je suis partie me baigner et je suis revenue. Et mon sac flottait désespérément avec mon appareil dedans. Oh non, ça voilà. Donc, ton argentique? Et mon argentique qui est mort. Ah non. Ouais. Et mon téléphone qui est mort aussi. Comme quoi, restez à Paris, les gars. C'est moins dangereux. Non, c'est dangereux de pas savoir. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Eden, sur ça. Parce que je pense qu'il y a des... Mais toi, des gens qui sont restés à Paris toute leur vie, qui n'ont jamais bougé en Bretagne, par exemple, qui n'auront jamais conscience de ça, quoi. Qu'il y a une richesse ailleurs aussi. Oui, c'est clair, parce que quand t'es à Paris... Enfin, moi, je pensais beaucoup comme ça. Enfin, pour moi, Paris, avant, c'était... Paris, la France, tu vois. Enfin, j'arrivais même de temps en temps à dire, je sais pas, à parler de la France en parlant de Paris. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, à dire, ouais, enfin bref, voilà, vous avez compris. J'espère que vous, les auditeuristes, vous comprendrez aussi, mais je me suis perdue. Oscar. Mais ça...
je sais pas, par exemple, Ulysse, le personnage d'Ulysse, il est censé représenter en fait tous les hommes, hommes ou femmes d'ailleurs. C'est une personne qui est grande, qui est forte, qui est blanche et qui représente sa communauté. Et Paris, en parallèle, c'est un peu ça en fait. Ouais. C'est la ville qui est censée représenter la France, qui est belle, qui est grande, qui est forte. Oui, voilà, c'est ça, je me suis retrouvée. Merci. Et oui, non, mais t'as totalement raison, sauf que c'est totalement erroné. Et enfin, dans un sens, oui, c'est totalement erroné. Et donc, quand tu habites dans une... En tout cas, c'est le sentiment que j'avais quand tu habites dans un endroit comme ça, où tout est à portée de main, où tu peux croiser, en marchant d'un point à un autre en 5 minutes, 20 cultures différentes, que ce soit des cultures régionales ou des cultures de plein d'autres pays du monde, tu te dis que finalement, tu vois tout. Enfin, tu vois tout, c'est représentatif de tout. Paris, c'est tout. Et il n'y a rien à côté de ça. Parce que tout non, vraiment, honnêtement, c'est hyper fort comme sentiment, quoi. C'est pour ça que un Parisien, ça peut lui faire tellement peur. Moi, j'avais tellement peur de quitter Paris, de quitter l'émulsion, le truc, la vitesse de Paris, parce que tu te dis, putain, Paris, c'est tout. Qu'est-ce que je vais aller faire en dehors de chez moi, quoi. Et c'est assez étonnant. Et quand je me suis rendu compte, parce que ça m'est pas arrivé progressivement, ça m'est tombé sur la gueule d'un coup, quand je me suis rendu compte que Paris n'était pas tout et que j'avais un manque cruel de culture et d'ouverture d'esprit par rapport à mon propre pays, je me suis pris un coup de latte dans la gueule, quoi. Enfin, c'est étonnant d'être aussi ignorant. Et je m'en rends compte maintenant. C'est comme un peu une sorte de bassin, Paris, du coup. Vous en sortez pas, quoi. C'est ça. Vous vivez dans Paris, vous êtes dans Paris parce que c'est grand et il y a plein de choses à faire. Tout ce que tu trouves à chaque rue, tu le fais, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as pas ce besoin, peut-être que des gens qui n'habitent pas, qui n'habitent pas à Paris, de voyager, de voir plein de choses, parce que t'es à Paris, t'es bien à Paris, et je sais pas, des trucs tout cons, si tu veux... bouffer, je sais pas moi, des plats hyper exotiques, tu traverses ta rue, si tu veux rencontrer des gens qui habitent à l'autre bout du monde, tu peux, si tu veux faire un sport qui n'existe nulle part à part, je sais pas, à l'autre bout du monde, tu peux, enfin, c'est très étonnant comme ville dans un sens. Puis de Paris, tu peux aller partout en plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, Lucie, ses parents qui habitent dans la montagne, ça peut pas y aller, quoi. T'es obligé de passer par Paris pour y aller. T'es obligé de passer par Paris pour aller dans un maximum d'endroits, quoi. Ouais. Et ça, c'est assez fou. Quand on rentre chez nos parents, dans le sud, nous. Du coup, on en était où, là ? J'ai beaucoup parlé de Paris, pardon. Paris. Ouais, qu'est-ce que notre arrivée à Lorient, notre découverte de ça, mais après, voilà. Ok, vous avez tous parlé ? Non, pas du tout. On en revient à ces questions de mixité culturelle, en fait. Ça, on est en plein dedans. Mais c'est aussi hyper intéressant de se rendre compte que l'appropriation culturelle est hyper proche de nous. Et après, est-ce qu'elle n'est pas plus présente dans les grandes villes, étant donné que dans les grandes villes, il y a aussi un plus fort taux de populations différentes ? Genre, dans la Meuse, je pense pas qu'il y ait autant de mixité que, je sais pas... Pas la Meuse, Arthur. Je sais pas, n'importe où. Vas-y, Chloé, tu veux t'exprimer sur ça ? Moi, je viens de la Meuse, en fait, donc déjà, on va se calmer. Mais non, mais c'est une réalité. Parle-nous de la Meuse, Chloé. Dans la campagne, il y a une moins forte... Non, mais il y a une super... Enfin, attendez. En fait, en Meuse, ils ont un super accent. Si vous voulez, je peux l'imiter. Alors, il y a une suite de mots que je vais vous dire, qu'apparemment je dis pas comme vous et je m'en rends pas compte. Ah ouais. Ça commence par oui, 8, week-end, sweet. Et après, j'ai pas d'autres mots en tête, mais globalement... C'est les sonorités. Ouais, genre apparemment on dit des W à la place des oui. Et bio aussi, ma mère a dit bio.
Les Belges, ouais, mais c'est en moins pire que les Belges. Mais il y a des Meusiens, quand même, ils ont un sacré accent, ils disent oui. Mais c'est marrant de considérer, en fait, là-bas, tout le monde parle comme ça, c'est la norme. Et pourtant, on va considérer que c'est un accent, alors que là-bas, pour eux, c'est pas un accent. Bah ouais, Non. ouais. Mais et puis, devant chaque prénom, ils rajoutent des le et des la. Par exemple, là, Elisa. Non, ça marche pas trop avec Elisa, mais. Le Arthur. Le Arthur, ça marche ouais. complètement. Le Mais Jean, après, si je pense il a que c'est fait quand même ça. des accents pour eux, parce que c'est des accents par confrontation à l'autre, justement, Mais tu vois. Ils l'entendent pas. Oui, bah bien sûr, Oui, ouais. comme tout le monde qui ont des accents, mais on sait que c'est des accents par rapport à la confrontation qu'on a avec la langue de l'autre ou à l'accent de l'autre aussi, tu vois. Moi, on me le dit souvent que j'ai un accent. Mais oui, Et pourtant. mais ça reste un accent, c'est comme ça que ça, Ouais, ouais. ça s'appelle. Quoi, Mais tu vois. pourtant, j'ai pas l'accent de. Toi, ça va, mais une personne qui aura un accent marqué, forcément, on lui dira que c'est un accent. Parce qu'on parlera pas comme lui, donc forcément, on définit ce terme par la différence, tu vois. Ouais, mais c'est quand on te dit que t'as un accent, tu peux répondre bah non, c'est toi qui as un accent. Mais est-ce que nous, les Bretons, on a des accents ? Oui, oui. Et en plus, il y a des accents différents dans les Par départements. contre, moi, en Bretagne, je viens de Rennes de base, et j'ai regardé une vidéo, je me suis un peu perdue sur YouTube, et j'ai regardé des mots patois bretons, en fait, et il y a plein de mots que je connaissais pas, genre la cuche, pour dire la queue de cheval, et au final, on dit ça que dans le Finistère, Que dans j'ai le Finistère, l'impression. ouais. Il y a plein de mots comme ça que moi, en étant à Rennes, je connaissais pas du tout, que j'avais jamais entendu, en fait. Ouais, et perso, à l'inverse, moi, du coup, j'ai toujours vécu avec ma sœur et ma mère qui disaient, on se fait une cuche, et voilà. Alors que de base, on vient de Paris, mais tu vois, c'est ça. Une cuche, ouais, bah une queue de cheval, quoi. Tout le monde le dit là-bas, genre, il n'y a aucune personne qui dit queue de cheval. T'as pas ça à Paris, hein. Non, non, le mec qui débarque et qui dit une cuche à Paris. Retourne dans ton Finistère, quoi. Retourne dans ton Finistère, quoi. Sale plouc. Oula, ouf, ça glisse. Non, mais Paris, moi je parlais d'une non-culture. Voilà. C'est tout. Après, est-ce qu'elle a pas perdu sa culture aussi ? Parce que je pense que les populations ont changé et tout ça, il y a eu des grosses fluctuations. Genre, Paris, c'est une ville qui bouge. Oui, mais oui. Donc, peut-être qu'il y avait une. Je sais pas s'il y avait une identité parisienne, mais je pense qu'il y avait une revendication parisienne aussi, quand même, tu vois, à l'époque. Bah, il y a toujours. Si on a réussi à créer ce mythe autour de Paris, je pense que c'est quand même qu'il y avait des trucs, des traits forts, enfin, des traits marqués fortement, tu vois. Mais il y a toujours une revendication parisienne très forte. Mais je pense que c'est né parce que ça remonte à quand que Paris c'est la capitale de la France, quoi. Ouais. Enfin voilà. Paris, tu te revendiques parisien parce que capitale, parce que Paris la croisée des chemins en France. Enfin c'est une fierté d'être parisien pour moi. C'est une fierté d'être parisien même pour des gens qui ont quitté leur cambrousse, tu vois, qui sont venus ça peut arriver, tu vois, qui ont quitté leur je reprends tes mots, attention Elisa, qui ont quitté leur savane, je reprends tes mots Elisa, C'est pas vrai. tu couperas ça au montage, tu le feras pas, c'est sûr. Et qui débarquent à Paris, tu vois, ça peut aussi être une fierté. Mais du coup, on parlait tout à l'heure des réseaux et tout ça, on est obligé de passer par Paris pour aller ailleurs. En fait, c'est parce que les réseaux, ils ont été construits quand ils ont commencé à arriver, les réseaux ferroviaires. La 5G. Non. Et ben, ils ont tous été construits pour aller vers Paris. Mais finalement, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que du coup, est-ce que pour que ils ont construit ça comme ça, est-ce que pour que ce soit Paris qui contrôle la France ou bien la France qui contrôle Paris ? Parce que Paris n'est rien sans son arrivée de population, enfin n'était rien à l'époque sans son arrivée de population, hormis le truc où il y avait Versailles à côté, quoi. Donc est-ce que finalement c'est pas une non-culture parce que tous les Français de plein de cultures différentes sont arrivés là-bas en masse et ont du coup pas détruit mais totalement dénaturé la culture parisienne. En soit t'es censé créer autre chose quand même quand tu mets plusieurs personnes ensemble. Mais les personnes ne se mélangent pas nécessairement. Ils se mélangent pas pour créer quelque chose de nouveau. Pourquoi à Lorient on se mélange alors ? Parce que c'est petit. Parce que c'est beaucoup petit, ouais, je pense. Et puis, à Paris, t'as 20 arrondissements. Bah et voilà. Voilà, Paris, t'as 20 arrondissements, t'as des quartiers, alors c'est beaucoup plus petit que New York, mais t'as des quartiers par culture qui sont presque des ghettos finalement. Quand tu vas à la Goutte d'Or, ce sera toutes les populations arabes. Quand tu vas dans le 13e, 14e, ce sera les populations asiatiques, beaucoup chinoises. Ouais. Les populations finalement
surtout les populations, disons, les plus pauvres ne se mélangent pas. Et les populations les plus, disons, bobos, disons, plus riches, ne vont pas dans ces quartiers-là. À part dans le 14 et dans le 13e, parce que c'est folklore. Enfin, entendez-moi, voilà. Voilà. C'est parce que dans le 13e, tu vas manger un très bon canard laqué. Ouais. C'est très dommage. Attention, carrément. C'est très dommage. Mais donc tu penses que justement le fait qu'ils se mélangent pas, ça vient surtout aussi d'être des bobos qui ne vont pas eux dans ces quartiers-là. Et pas nécessairement l'inverse, parce que forcément quand il y a un choc du coup de population comme ça différente, pas nécessairement culturel mais plus économique dans ce cas-là. Enfin, les quartiers populaires entre guillemets ou trucs comme ça quoi. Mais après parce que ces quartiers-là qui sont peuplés que d'une certaine population. En majorité, évidemment. Peuvent faire peur aussi par rapport à une certaine tout connement une certaine image qui est une image de violence ça peut vraiment il y a beaucoup de clichés, beaucoup d'histoires qu'on se raconte par rapport à ça, bien sûr. Enfin moi par exemple je parlais de la goutte d'or jusqu'à très récemment où j'ai un copain qui m'a amené dans un... Après la goutte d'or se gentrifie beaucoup, mais avant d'être allée il y a 3 ans maintenant, j'avais une peur bleue d'aller dans ce quartier. Parce que plein d'histoires, plein d'histoires de... Oui, plein d'histoires de violence, etc. Enfin, désolé, on sort un peu du sujet là, je crois, mais... Non, mais on dérive, c'est pas... Voilà. On revient un peu en plus à la délire de base. Hein. Oui. Non, mais... Donc ça ne se mélange pas, voilà. Mmh. Oui, c'est ce qu'on dit quand on dit d'une ville qu'elle est à taille plus humaine. Lorient, c'est une ville à taille humaine. Ou que très sommairement, par exemple, on le voit avec les Nouvel An chinois, il y a plein de touristes et tout ça qui viennent voir. Et comme tu dis, c'est folklorique. C'est folklorique de ouf, tu vois. Genre en vrai, je vois même en Bretagne, on peut repartir sur la Bretagne. Même en Bretagne, je vois dans ma ville, il y a une grosse fête qui s'appelle les Filets Bleus. Un peu comme le festival interceltique ici. Et c'est aussi hyper fat et tout. Et il y a là les Parisiens, là les Allemands, mais qui viennent jamais le reste de l'année parce qu'il n'y a rien à foutre dans ma ville. Hormis ça. Comment ? Ça t'énerve ou au contraire ? Ah non, pas du tout. Okay, voilà. Pas du tout. Parce que ça m'énerve, oui et non. Parce que finalement, ils s'intéressent que très sommairement à... ils viennent pour écouter de la musique bretonne, donc c'est bien, tu vois. Et pour manger des trucs bretons et tout. Mais enfin, ça fait vivre la ville. Mais finalement, ça fait vivre la ville que sur une semaine, tu vois. Et les gens s'y intéressent que quand il y a des gros trucs. Et ce que je peux comprendre, tu vois. Genre, ce que je peux totalement comprendre. Mais... Ouais, et du coup, parce que tu sais que moi j'étais à Lyon les 2 années d'avant, et un truc très con, hein, mais quand je suis arrivé à Lorient et que je commençais à avoir des amis, ça m'a fait bizarre de pouvoir aller les voir en 5 minutes et pas... T'as que toute organisation quand tu vas voir quelqu'un. Carrément. Moi j'ai toujours ce flip de quand je dois faire 3 trucs dans ma journée aux 3 coins de la ville, de cette ville qui fait 5 cm², excusez-moi. Que moi je sais qu'à Paris faire 3 trucs dans la même journée, que les 3 trucs sont aux 3 points de la ville, je peux pas. Il faut que je me lève à 7h du matin et j'aurai terminé à 20h parce que c'est trop loin. Et j'ai toujours ce flip, c'est hyper bizarre. Je me dis oh putain, je dois aller voir ci, je dois aller voir ça, je dois aller à l'école, mais j'aurai jamais le temps. Mais du coup vous êtes plus grosse ville ou petite ville ? Enfin petite ville, j'entends Lorient. Moi au contraire, j'aime beaucoup cet aspect-là, cette tranquillité, mais la rapidité, le flux. Ça me manque beaucoup. Je parle pas mal avec Bastien, qui est aussi parisien. On en a déjà parlé, quoi, du flux parisien. Paris, quand tu marches dans le métro, c'est un flux. Tout le monde marche presque au même rythme. Tout le monde marche très vite. Je sais que ma cadence, ma vitesse de croisière à Lorient quand je marche et ma vitesse de croisière à Paris quand je marche est radicalement différente. À Paris, je trottine presque. Mais pas parce que je suis pressée, parce que c'est Paris. Et cette énergie peut me manquer ici. Ce truc de tu tournes la tête, il y a un truc de ouf qui peut se passer, tu vas là-bas, il y a un truc de ouf qui se passe aussi, et du coup c'est con, t'as pas le temps d'aller aux deux parce que c'est trop grand, mais waouh quoi, c'est intense. Ouais, mais c'est autre chose aussi à Lorient, dans des plus petites villes, de chercher aussi soi-même l'événement, de pas tu vois, de ouf. Ou de le créer même. De le créer, ouais. Oui. C'est vrai que dans des petites villes, t'as plus l'opportunité de créer l'événement. Ouais. Bah, t'as plus l'opportunité et t'es un peu plus poussé à ça aussi. Hein. À Paris, tu veux faire des trucs, tu regardes juste sur des listes sur internet et tu dis oh, il y a ça, je vais faire ça, tu vois. Alors qu'ici, il n'y a pas grand chose. Il y a des très bons trucs, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc, du coup, pourquoi on les créerait pas nous-mêmes, quoi ?
Donc ça motive un peu à ça, je pense. Enfin, ça pousse à ça. Mais d'ailleurs, je trouve que ça manque. D'ailleurs, d'initiatives. Ou alors peut-être qu'en fait, je les connais pas, tout simplement. Mais j'ai l'impression que ça manque d'initiatives. C'est à Paris ou à Lorient ? À Lorient. Il y a Alexis qui organise des combats de chiens tous les mercredis sur le port, si ça t'intéresse. T'as raison. C'est la première fois où Oscar s'est battu d'ailleurs. Moi, je me demandais, parce que Jean, t'es là ? Tu sais que, enfin moi je sais pas trop quelle est votre vision de la chose en tant que Français, mais j'ai l'impression que en Corée, il y a des villes immenses, absolument immenses. Toi, tu viens de Oui, c'est assez. Tu viens de Séoul. Oui. Et là-bas, du coup, comment ça se passe dans les villes ? Est-ce que les gens se rencontrent beaucoup ou chacun est dans sa bulle ? Je pense qu'ils font comme à Paris. Ouais. Oui, donc moi, je sais pas parce que je suis jeune, donc je sais pas la vie de adulte, mais quand je suis allé la place de gros bâtiments et l'entreprise dans la nuit, il y a des lumières, donc ils sont occupés aussi pour travailler, donc ça veut dire comme Paris. Ouais. Et ça te manque ce flux du coup coréen et de Séoul vu que tu vis maintenant en Bretagne et à Lorient, est-ce que ça te manque du coup cette vie qui doit être encore plus extraordinaire qu'à Paris ? En fait, quand je suis en Corée, Lorient me manque. Et quand je suis ici, la Corée me manque. Donc, j'aime tous les deux. 5 ans. Ok. Ouais. Mais tu connais Paris un peu ? Ah oui, j'y suis déjà allé pour passer le concours d'entrée. Ah oui. Paris, c'est hyper belle ville, mais oui, je me sens aussi comme toi, Eden. Le rythme de marcher, c'est un peu bizarre, oui. Ouais. Je pense aussi, oui. Et ensuite, j'ai entendu que les Parisiens et Parisiennes sont pas trop gentils. C'est vrai. C'est une question. Ah, c'est une question que tu me poses ? Oui. Le Parisien est un connard. Ouais. Sachez-le. C'est une humeur. C'est une humeur générale, quoi. Ouais. Ah bon, c'est humeur. Je sais pas si individuellement les Parisiens sont cons, sûrement un peu, mais ouais, je pense que c'est une humeur, un rythme de vie qu'on prend et que. Ah oui. C'est une attitude aussi. Une attitude, ouais. C'est une attitude à fond. C'est moi parfois j'aime bien faire ma parisienne, tu vois. Oui. J'aime bien dire des trucs du genre ta cambrousse, ou j'aime bien piquer un peu avec cet humour parisien, mais c'est moi je pense pas que le Parisien soit foncièrement méchant. Je pense que le Parisien est stressé, le Parisien est gris et est aigri à partir d'un certain âge, certainement, mais le Parisien fait beaucoup semblant aussi. Il fait beaucoup semblant de l'être. Il y a un rôle parisien du coup à Ouais. avoir. Ah, c'est peut-être ça en fait la culture parisienne. Ouais. Finalement. C'est peut-être ça. Carrément. C'est peut-être ça la culture parisienne finalement. Non. Le Parisien passe sa vie dans le métro, le Parisien passe sa vie dans les bouchons, mais en attendant, je pense que le Parisien est heureux comme ça. Vraiment. Ouais, le Parisien l'a voulu. Un Parisien va très rarement quitter sa ville, et quand il le fait, c'est vraiment pour aller en campagne, quoi.
parce que je sais pas, ça doit être un burn-out ou. Confinement, par exemple. Par quand exemple. Ils vont dans leur maison souvent. Et par exemple. Mais là, on parle de la classe bourgeoise parisienne. On parle pas des petits ouvriers qui sont coincés à Paris et qui sont obligés de prendre le métro, qui se retrouvent rattachés à leur travail parce qu'ils ont que ça et qu'ils peuvent pas aller ailleurs qu'à Paris. Oui, bien sûr, mais moi, je te parle de ce que je connais. Ouais. Tu vois, de Paris. Moi, je suis pas du tout de cet environnement-là. Ouais, c'est pour les auditeurs. Oui, bien sûr. On parle des petits Parisiens bourgeois. Oui, totalement. Enchantée. Bienvenue. Il y a un vrai mépris en Bretagne. Il y a un vrai mépris. Attends, mon micro. Aïe. Il y a un vrai mépris en Bretagne pour ça. C'est pas un mépris, je pense, c'est normal. Hein. C'est une réaction normale. Ouais, hein. c'est vrai. Mais oui, il y a une réalité en fait. C'est vrai que là, j'étais. Tu sais, pendant les vacances, j'étais dans le village des parents de Ilou, où ils habitent. Ouais. Donc, qui est un village au bord de la mer. Et il me disait qu'en fait, il y avait beaucoup de maisons qui étaient vides parce que ça appartenait à des Parisiens qui venaient là pour les vacances. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez triste. D'ailleurs, si tu vas à Quiberon maintenant, tu te rends compte que tout est fermé. Il n'y a pas de vie, tout est mort. Bien sûr. C'est juste pour les vacances, pour les Parisiens. Ouais, à côté de chez moi, c'est surtout les agriculteurs qui se plaignent. Parce que les agriculteurs, ils produisent le lait que les gens des villes consomment. Sauf que les gens des villes, et donc de Paris et des plus grosses villes extérieures, ils viennent acheter leur maison, en fait, c'est ça. Ils viennent acheter leur maison parce que les prix baissent et ils n'ont pas moyen de faire pression parce que eux, du coup, ils gagnent très peu avec ce qu'ils produisent. Donc, du coup, finalement, on consomme et en même temps, on appauvrit et du coup, on rachète. Parce que du coup, on est mieux en Bretagne, tu vois. Il fait plus. C'est pas le climat parisien, ça fait du repos, mais le repos, l'agriculteur, il en a pas, tu vois. Ouais. Bah oui, et puis. C'est cette démarche qui fera qu'un jour la Bretagne ressemblera à Paris, quoi. Si ça... Bien sûr, hein. Les villes s'agrandissent. Donc en fait, c'était pas mon intention. Oui, c'était la question, mais c'est pas de mon intention, c'est juste la question de. Donc je suis désolé de cette question. Désolé de quoi? Ma question. Tu veux que je te réponde à ta question? Oui, parisienne, c'est pas gentil. Oui. Il voulait pas t'insulter, il voulait pas. Ah non, je sais. Ah d'accord, oui. d'accord. Ah non, je sais, pas de problème. Ah, ces putains de Parisiens. Ah non, mais vraiment, pas de problème, j'ai compris. Hein. D'accord. Attention, les Parisiens sont susceptibles aussi. Oui, attention, aussi. Ouais. Mais moi, je suis... Mais non. Mais je suis bretonne, moi, maintenant. Ça y est, c'est fini tout ça. L'adoption. Ouais, l'appropriation culturelle. Ouais, mais tu savais pas ce que c'était. On va repartir sur l'appropriation culturelle alors. Ces Parisiens qui mangent des crêpes. C'est comment? Plutôt quand les Meusiens mangeront du beurre salé, là il y aura appropriation culturelle. Moi, je pense, mais non, je sais pas, si dans le sud on se met à manger du beurre salé, est-ce que ce sera une appropriation culturelle? Non, je pense pas. Je pense pas. Par contre, si dans la gavotte, oui, je pense. Ce sera juste du bon sens, franchement. Oui, du bon sens, clairement. Beurre salé, ça vient de Breton? De Bretagne? Ouais. Mais incroyable. Crêpes et beurre salé. Bah oui. J'aime bien. Moi, j'aime pas ça. Ah ouais. Pardon, je pas entendu. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, c'est ça une Parisienne. J'aime pas le beurre salé. C'est horrible. C'est terrible. Ouais. Tu dis ça. C'est un goût de savon, c'est horrible. Tu dis ça en étant enregistré, quoi. Ouais. C'est vrai que dans tous tes portraits. Je dis que c'est un enfer. Je revendique. Non, j'aime toujours pas le beurre T'aimes salé. pas les pulls qui grattent et le beurre salé. Ouais, je rajoute ça dans mon petit portrait d'introduction. J'aime pas les pulls qui grattent et le beurre salé. Tu pourrais te faire des ennemis en disant T'avais ça. fait un bon. Ouais, de ouf. Bah, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on vient tous un peu d'ailleurs. C'est vrai en plus. Ouais.